Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast avec les de la chaîne Science for All. Alors ce podcast fait partie d'une série de podcasts sur les débats autour du hashtag NoFakeScience, donc je vous renvoie à la description pour plus d'informations, mais vous pouvez écouter ces podcasts de manière plus ou moins indépendante. Et j'ai mis le fichier MP3 dans la description. Alors aujourd'hui on va parler du fameux consensus scientifique, qui est une notion très centrale dans la tribune NoFakeScience. Alors par exemple, je pense que vous avez tous entendu parler du consensus scientifique sur la question du changement climatique, quel que soit votre opinion à ce sujet. Donc ce consensus est un peu brandi comme un étendard par certains, et à l'inverse il suscite la méfiance ou l'incompréhension chez une part importante de la population. Mais tout d'abord, donc comment est-ce que tu définirais cette notion de consensus scientifique ? Donc la notion de consensus scientifique, c'est une notion qui est pas si facile et qui est notamment à vraiment formaliser rigoureusement, mais en gros ça serait si tous les scientifiques qui ont une certaine expertise dans un domaine sont d'accord sur une phrase de ce domaine, ça donne de très très bonnes raisons de penser que il faut leur faire confiance en tout cas, et qu'en tout cas ils ont une expertise qu'on n'a pas et que du coup c'est une information qu'on n'a pas. Et du coup un consensus scientifique c'est un peu ça, c'est quand tous les scientifiques sont plus ou moins d'accord sur un point. En pratique c'est toujours très compliqué parce qu'il y a toujours plein de subtilités à mettre en place, et notamment rien que le fait de mettre en avant ce consensus c'est parfois discuter, parce que une des façons ce serait typiquement d'envoyer des sondages et demander aux gens leur avis, et c'est fait, et ça a été fait dans beaucoup de domaines, mais bien sûr il y a toujours des biais d'échantillonnage parce que les personnes souvent qui répondent à ces sondages sont généralement plus engagées typiquement politiquement, ou c'est pas forcément un biais représenté, ça va être un échantillon de sondés qui est pas forcément totalement représentatif de l'ensemble des scientifiques. Sinon, il y a d'autres façons de parler de consensus scientifique. Au lieu de regarder ce que les scientifiques pensent directement, on peut regarder ce qu'ils disent, ou plutôt ce qu'ils publient. Et du coup, si dans un domaine, toutes les publications scientifiques, ou la très 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 grande majorité des articles scientifiques vont dans un sens, à ce moment-là, il semble raisonnable de parler de consensus scientifique. Alors, c'est pas non plus tous les scientifiques qui sont d'accord sur un sujet donné, parce que, par exemple, si je prends le changement climatique, eh bien, il y a des scientifiques qui ne sont pas d'accord avec la majorité. Mais du coup, quand on parle de majorité, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pense que malheureusement, c'est compliqué et qu'il faut regarder un peu au cas par cas. Dans le cas du changement climatique, alors je crois que j'ai vu passer des sondages qui disaient que 97-98%, un très gros pourcentage des climatologues pensaient qu'il y avait un changement climatique et qui était d'origine anthropique. Ce qui est quand même un chiffre qui est en fait très très élevé dans toute communauté, d'avoir un tel niveau d'accord. Et du coup, on peut dire que c'est l'un des consensus scientifiques les plus prononcés de la communauté scientifique, il me semble. Et d'ailleurs, c'est un peu surprenant, parce que le changement climatique, c'est clairement pas le sujet le plus simple parmi ceux qui sont évoqués dans la tribune. Donc par exemple, par rapport à des sujets comme le glyphosate ou l'homéopathie. Donc le changement climatique, ça mobilise des modèles très très complexes, ce qui fait que c'est d'autant plus surprenant qu'on ait un tel niveau de consensus. Je pense qu'il y a pas mal de données qui vont vraiment... le truc, c'est que donc la climatologie, c'est quand même un domaine où il y a beaucoup de données. Et donc quand il y a beaucoup de données qui sont assez proches de la prédiction à faire, c'est-à-dire qu'il y a une table d'inférence relativement simple, on va dire, même si c'est pas simple du tout, mais assez directe entre les données observées et suivant l'augmentation du CO2, et puis après il y a beaucoup d'autres données assez compliquées à analyser directement, mais qu'on peut analyser. Et le fait qu'il y ait beaucoup de données, c'est aussi une des raisons pour lesquelles le consensus scientifique est plus fiable peut-être dans ce cas que dans d'autres cas, c'est le fait qu'il y a beaucoup de données sur lesquelles s'appuyer. Bon, alors là, je me fais l'avocat de monsieur et madame tout le monde, mais donc une fois qu'on a dit ça, pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à votre consensus scientifique ? Alors je pense un des trucs importants à voir, c'est à quel point, si on y va avec l'intuition, sur beaucoup de questions, en fait, l'intuition est très très mauvaise, et souvent on va y aller d'abord avec l'intuition. Donc par exemple sur des sujets un peu techniques comme le changement climatique ou comme ceux qui sont mentionnés dans cette tribune, on a souvent envie d'avoir une intuition, mais en fait si on y réfléchit un petit peu, on peut se dire que avec une analyse de données et notamment des réflexions aussi théoriques, il est souvent possible de faire bien mieux que l'intuition instinctive que l'on a. Malheureusement on a tendance à rester à cette intuition, et la question qu'il faut se poser, je pense, c'est pas tant est-ce que l'intuition est vraie ou pas, c'est plutôt est-ce qu'elle est plus fiable que le consensus scientifique. C'est plus une histoire de comparaison entre deux façons d'arriver à des conclusions. Et il semble que dans ce cas, comme dans de nombreux cas,
les consensus scientifiques émergent souvent de décennies de réflexion théorique et empirique. Et ce long travail de fond dans une grande communauté de gens qui sont souvent sélectionnés pour leur envie et leur capacité à réfléchir et à analyser des données. Il semble que tout cet effort très collectif, il surpasse assez largement l'intuition individuelle. Du coup, en tout cas sur ces questions, il semble que au moins le consensus scientifique est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte dans la manière de penser ces différents problèmes. Et en fait, bien souvent, il est même largement plus convaincant que notre intuition individuelle. Alors, tout à l'heure, tu as mentionné les biais politiques, et du coup, est-ce que ça pourrait pas fausser le consensus scientifique ? Ah oui, carrément. Il y a beaucoup de biais potentiels et du coup de bémols à mettre à toute cette analyse. Donc, par exemple, dans de nombreux sujets, on sait que il y a eu parfois du lobbying, par exemple. On sait que lorsqu'il y a eu de la recherche sur les effets cancérigènes du tabac, on sait qu'il y a eu énormément d'argent qui ont été dépensés et des scientifiques qui ont été payés pour défendre, par exemple, le fait que le cancer du poumon n'était pas causé, il n'y avait pas de lien de cause à effet entre le tabac, la consommation de tabac et le cancer du poumon. Et on peut imaginer qu'il y a toutes sortes de lobbying comme ça dans différents domaines. À cela s'ajoutent aussi d'autres biais, des biais idéologiques, c'est-à-dire que on a tendance à avoir des intuitions idéologiques sur c'est-à-dire la manière dont le monde devrait être. On a tendance à avoir une certaine vision du monde tel qu'il devrait être, et de façon consciente, mais pire encore de façon inconsciente bien souvent, on a tendance à défendre nos intuitions morales et du coup favoriser les arguments qui confortent nos intuitions morales. C'est pour ça que sur des sujets où il y a un fort risque de lobbying et un fort risque de biais de raisonnement motivé, il est assez important de prêter attention à ces biais, de vérifier que ces biais ne sont pas trop importants et influencent pas trop le consensus scientifique, ce qui peut être très difficile à mesurer. Et un autre exemple de corruption scientifique, c'est le lobbying qui a été fait par l'industrie du sucre pour faire porter au gras la responsabilité de plein de problèmes de santé, et ainsi détourner l'attention du sucre, qui est pourtant pire d'une certaine manière. Et ce genre d'entreprise, ça nécessite même pas forcément des résultats scientifiques faux, mais simplement, ici par exemple, le simple fait de focaliser toute l'attention sur le gras, ça fait qu'on n'a pas accordé suffisamment d'attention au sucre. Je veux juste revenir un peu sur ça, parce qu'on a tendance à souvent parler de fake news et du problème des fake news, en disant que le problème c'est que des nouvelles fausses sont publiées. En fait, il me semble que c'est vraiment, c'est un problème, mais c'est pas suffisant en fait de lutter contre les fake news, parce que donc comme dans l'exemple que tu citais par exemple, en fait l'attention qui est portée à un truc peut faire en sorte que le vrai problème soit moins mis en avant par exemple. Et du coup, il n'y a pas juste le problème des fake news, mais aussi le problème de ce qu'on peut appeler les mute news, c'est-à-dire les nouvelles dont on parle moins parce qu'elles sont noyées dans une inondation d'informations. Donc à ce sujet, par exemple, il y a Yuval Noah Harari qui disait que dans le passé, on avait tendance à avoir des problèmes de censure d'informations et que celui qui était au pouvoir avait justement le pouvoir parce qu'il pouvait censurer l'information et garder l'information pour lui. Souvent, dans les problèmes plus modernes, en fait, on est plus dans des problèmes d'inondation de données. Et le gros problème, en tout cas d'après Harari, c'est que aujourd'hui, on a beaucoup de mal à filtrer les informations pertinentes et on est plus inondé dans une mer d'informations qui fait que les informations qui sont vraiment importantes, on n'arrive plus à les voir parce qu'elles sont noyées dans cet océan d'informations. Donc je pense que c'est aussi contre ça qu'il faut lutter. Il faut vraiment faire attention à ça, à mettre en avant les problèmes qui sont importants et à faire attention à ce risque de noyade dans un océan d'informations. Et du coup, entre ça et les biais politiques, qu'est-ce qu'on peut faire face à tous ces problèmes ? C'est très difficile. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. La principale chose à faire, c'est vraiment, je pense, mettre en avant l'importance et valoriser le fait d'avoir de l'information de qualité. Faut vraiment, je pense, viser de plus en plus la qualité de l'information.
Donc la qualité d'information, c'est pas juste est-ce que c'est vrai ou faux, être vrai, ça suffit absolument pas. On sait aussi que très bien, par exemple, que c'est très facile de manipuler l'interlocuteur avec des statistiques parfaitement vraies. On sait qu'avec les statistiques, on peut facilement piéger telle ou telle personne parce que les statistiques sont extrêmement malléables, parce que on peut exploiter toutes sortes de biais statistiques, on peut sélectionner les statistiques qui nous arrangent. Il y a tous ces problèmes de facteurs de confusion, de p-value, de biais de sélection qui font que des vraies données, c'est pas forcément des données qu'il faut communiquer. Je pense que c'est important, encore une fois, d'insister non pas sur ce qui est vrai, mais sur ce qui est de qualité. Et souvent, par exemple, une information qui sera de qualité, ce sera quelque chose qui sera, par exemple, beaucoup plus supporté par un consensus scientifique, ou qui, par exemple, va être l'issue d'une étude à très grande échelle sur une grande population avec beaucoup de données, ou encore quelque chose qui est vraiment défendu par des théories scientifiques solides, bien établies. Et je pense que c'est très important de mettre en avant de plus en plus cette information de qualité, qui me semble encore plus urgent que le fait de combattre des fake news. Et est-ce que tu aurais des exemples plus précis d'informations de qualité ? Donc, où la trouver, qui l'a produit ? Alors bien sûr, c'est tout ça discute et c'est difficile, mais typiquement les consensus scientifiques correspondent beaucoup plus à de l'information, en tout cas de fiabilité, de fiable, que par exemple une publication scientifique. Je pense qu'on a tendance à, notamment dans les médias, on a tendance à vouloir parler de l'actualité. Et si on s'intéresse à l'actualité scientifique aujourd'hui, tous les jours il y a je sais pas combien d'articles, des centaines, peut-être des milliers d'articles qui sont publiés tous les jours. Et donc si on s'intéresse à l'actualité scientifique, on trouvera plein de choses à dire, en choisissant notamment les publications scientifiques les plus intéressantes, les plus spectaculaires. Et elles seront aux normes des sciences a priori, mais a priori ce sont des informations beaucoup moins fiables que par exemple le consensus scientifique. Donc par exemple les points qui sont mis en avant par la tribune sont intéressants dans ce point-là, puisque ce sont des points qui sont beaucoup plus consensuels au sein de la communauté scientifique que la dernière publication scientifique en date. Alors là, j'adopte à nouveau le point de vue de Monsieur Tout-le-Monde, mais où est-ce que je vais le chercher, votre consensus scientifique ? Dans Consensus Scientifique Magazine ? Alors malheureusement, aujourd'hui, justement, c'est la grande critique de la tribune, c'est que ces consensus scientifiques sont difficiles à trouver dans les médias. Malheureusement, les médias ont tendance à relayer beaucoup d'informations qui ne sont pas au niveau du consensus scientifique et ne pas mettre en avant ce consensus scientifique. Parmi les sources que les plus fiables, à mon sens, en tout cas, ça se discute sans doute, mais parmi les sources les plus fiables, en tout cas, Wikipédia me semble vraiment un point de départ très intéressant. Puisque tous les sujets sont, dès qu'il y a un peu une controverse sur Wikipédia exige très rapidement, enfin les relecteurs les éditeurs de Wikipédia exigent très rapidement beaucoup de sources et cherchent vraiment à refléter autant que possible un consensus. Donc Wikipédia, quelque chose que je recommande de vivement, notamment Wikipédia quand il y a vraiment un truc qui est vraiment controversé et sur lequel il n'y a pas de consensus. Souvent Wikipédia va mettre en avant le fait qu'il existe une controverse. Par exemple, si vous allez sur la page du problème de la Belle au bois dormant, qui est un sujet controversé en philosophie / probabilité, la page Wikipédia, en tout cas la dernière fois que je l'ai visité, disait qu'il s'agissait d'un sujet controversé. Et il faut contrebalancer ça, par exemple, avec ce que Wikipédia dit du changement climatique, et dans lequel il y a beaucoup moins ces bémols et beaucoup plus Wikipédia dit, bon, je n'ai pas vérifié, mais j'imagine que Wikipédia dit que le changement climatique est un consensus scientifique. D'ailleurs, en passant, c'est un peu miraculeux que Wikipédia, ça fonctionne aussi bien. Donc, par exemple, si je vais sur l'article français du changement climatique, je vois pas de section marquée comme controversée. Alors que sur le sujet, justement, il y a beaucoup de gens qui cherchent activement à injecter de la controverse. Et du coup, comment t'expliques ça ? C'est très surprenant, en fait. J'ai parlé avec des gens de Wikipédia, bon, ça date un peu, c'était il y a 2 ans, mais voilà, je parlais un peu avec des éditeurs en temps de Wikipédia. Et il y a beaucoup d'engueulades sur Wikipédia, c'est compliqué d'éditer chacun des articles. Mais je pense qu'il y a une communauté très forte qui est vraiment dévouée, qui est vraiment motivée par la qualité de l'information. Et visiblement ça a l'air de très bien marcher. En tout cas, c'est vraiment spectaculaire. Je dirais pas de faire confiance 100% à Wikipédia. Il y a des bêtises sur Wikipédia. J'ai déjà vu des théorèmes mathématiques faux, mais ils ont été corrigés depuis. Et c'est un système qui s'auto-corrige aussi très vite, très constamment. Donc ça aussi c'est intéressant.
Je saurais pas trop vraiment comment expliquer le succès de Wikipédia. C'est un truc qui me surprend encore. Il y a clairement un côté sagesse, diversité des expertises de contributeurs très motivés. Mais Wikipédia est également très très fort pour essayer d'identifier les expertises des gens, notamment en demandant des sources, par exemple. Mais malgré ça, je m'attendrais quand même un peu plus de problèmes avec Wikipédia, mais en fait, de toute façon assez surprenante, ça marche très très bien. Après Wikipédia, j'ai cité Wikipédia parce que je pense que c'est vraiment une source par défaut assez utile. Il y a d'autres sources qui sont un petit peu plus poussées, on va dire, et qui sont très 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 utiles pour se faire une idée. Et là, je recommande notamment tout le YouTube scientifique. En particulier certains youtubeurs scientifiques en fonction des questions qui sont abordées. Donc par exemple, si vous voulez parler de changement climatique, je recommande très vivement la chaîne de Le Réveilleur qui fait des trucs très très détaillés. Globalement, donc il y a une association qui s'appelle le Café des Sciences. Vous pouvez aller voir les contributeurs du Café des Sciences qui regroupent donc plusieurs créateurs de contenu de vulgarisation scientifique sur Internet. Et souvent c'est des gens qui sont beaucoup plus, qui sont relativement fiables et plus ou moins fiables en fonction des contributeurs. En tout cas, il y a pas mal qui parlent vraiment du consensus. Donc si les gens dans leurs vidéos essaient d'expliquer le consensus et d'avoir un peu de recul sur la matière, c'est souvent un bon signe. Mais bien sûr, comprendre le consensus scientifique, ça reste quelque chose de très très difficile. En tout cas, sur beaucoup de questions, ce sera beaucoup moins clair que pour le changement climatique. Et un autre truc que je trouve surprenant d'ailleurs, c'est que le YouTube Game scientifique soit globalement d'aussi bonne qualité. Et pour anticiper les remarques de mauvaise langue, je précise que je ne me mets pas dans l'équation ici. Donc en termes de sérieux de ce qui est présenté ou expliqué, alors que là aussi, a priori, on aurait pu s'attendre à une majorité de vidéos ultra sensationnalistes et erronées, comme beaucoup de trucs qu'on voit à la télé et dans les journaux dès que ça parle de science. Ouais, c'est très surprenant le succès aussi du YouTube scientifique. Il y a beaucoup je pense qu'il y a une bonne dynamique en fait. Il y a beaucoup de gens très cool et c'est motivant pour tous les gens qui veulent continuer à faire des trucs de qualité. Il y a une super communauté. Il y a beaucoup de gens qui ont des thèses dans différents domaines. Donc c'est souvent des gens qui savent qui ont en tout cas l'expérience de la recherche et qui ont l'habitude de distinguer les nuances à apporter entre différents degrés de consensus, on va dire. Et puis je pense qu'il y a vraiment une communauté où il y a un peu pas tout à fait une surenchère de la rigueur, mais on s'encourage mutuellement, on va dire, à être rigoureux au moment de communiquer de tout ça. Du coup, ça fait une très bonne dynamique. D'ailleurs, je pense que le YouTube francophone est plus rigoureux encore que YouTube anglophone. C'est les deux que je connais. J'en connais pas plus malheureusement, parce que c'est deux langues que je préfère, avec lesquelles je suis plus à l'aise. Mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment remarquable. Et à ce sujet, on peut renvoyer vers l'interview que tu avais faite de Stéphane Debove. Je mettrai le lien dans la description. Donc sur le peer review qui se fait parfois entre youtubeurs scientifiques. Ouais, je peux renvoyer vers l'interview que j'ai faite de Stéphane, qui est le président du Café des Sciences, où on parle un peu de tout ça. Mais je pense que il y a quelque chose même au-delà du peer review. Il peut y avoir du peer review, même s'il n'est pas toujours fait par les vidéos scientifiques. Mais au-delà du peer review, je pense qu'il y a vraiment une attention particulière qui est donnée à la qualité de l'information. Et d'une certaine manière, si aujourd'hui je dis, si je commence à dire vraiment des énormes bêtises, je sais que les autres membres du Café des Sciences vont froncer du sourcil et ça va leur déplaire. Et ça me déplairait pas mal de faire un truc qui leur déplaît un petit peu, parce que il y a une communauté et elle est cool, et du coup on a envie de respecter un peu cette communauté. Alors, un autre truc qui est souvent reproché aux scientifiques, c'est les biais politiques. Par exemple, certains reprochent aux youtubeurs scientifiques d'être trop à gauche politiquement. Et en effet, il me semble que le youtubeur scientifique moyen est plus à gauche que le français moyen. C'est pas une critique, c'est juste un constat. Et du coup, ça, par exemple, est-ce que ça pourrait pas conduire à biaiser ce qui est dit dans les vidéos ? Ah oui, je pense que c'est un problème. Il faut faire un peu attention à ça. Et je pense qu'on est particulièrement vigilant. Les youtubeurs scientifiques que je connais très bien, notamment, je pense qu'on est particulièrement vigilant à ne pas avoir ce genre de biais. Je pense que c'est des discussions qui reviennent assez régulièrement. Et clairement, on a des biais idéologiques.
Mais je pense qu'on fait vraiment un effort conscient pour distinguer ce qui relève de l'ordre de l'idéologie de ce qui relève d'une approche scientifique, une recherche des modèles utiles pour décrire et prédire le monde. Je pense que cette distinction est vraiment vraiment importante et que les gens qui font clairement cette distinction méritent un degré de créance beaucoup plus important que les gens qui passent trop rapidement de l'un à l'autre avec des raccourcis pas très clairs. Parce que si on confond régulièrement les deux, ce qui devrait être de ce qui est, donc c'est la fameuse guillotine de Hume. Si on a tendance à souvent faire cette confusion, la psychologie montre qu'il y a de très 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 gros risques de raisonnement motivé qui conduiraient du coup à des descriptions du monde qui sont issues d'un raisonnement motivé et qui du coup seraient biaisées par rapport à une approche vraiment descriptive, prédictive du monde. Ouais, mais alors là, il y a des gens qui vont dire « Ah, vous voyez, les pensent que les youtubeurs scientifiques sont apolitiques. Et donc, de ce fait, ils sont très vulnérables à des manipulations politiques. Justement, car ils se croient apolitiques. » Alors, l'idée, justement, c'est de chercher à ne pas être manipulable par l'idéologie, en cherchant vraiment à distinguer ce qui relève d'une quête de la description de la prédiction du monde, de ce qui est plus de l'ordre moral, c'est-à-dire ce monde tel qu'il devrait être. Et c'est pour ça que c'est très important je pense que c'est très important de faire cette distinction. Et la meilleure façon pour y arriver, c'est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on résout le problème de la description de ce qui est, de ce qui devrait être, à partir des données observées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'épistémologie. Et du coup, je pense que c'est très important d'avoir une réflexion sur l'épistémologie. Et un des très très gros pièges de l'épistémologie, c'est le problème de ce que Jacob Steganga appelle la malléabilité de la méthode scientifique. Donc souvent, pour décrire comment est-ce qu'on en arrive aux conclusions auxquelles on en arrive en science, on parle de la méthode scientifique. Mais si on regarde la méthode scientifique telle qu'elle est souvent décrite, on se rend compte souvent que soit elle est décrite de façon très précise et en fait il y a plein de problèmes. Donc c'est typiquement les problèmes de p-value qui sont reprochés aux sciences, je pense à tout à fait juste titre. Bon, j'en ai pas mal parlé sur ma chaîne. Soit on dit quelque chose de la forme ok, les méthodes statistiques qu'on utilise en pratique sont biaisées, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut faire de toute façon, parce qu'il faut réfléchir, ou il faut et souvent lorsqu'on dit ça, on laisse en fait beaucoup de place à la malléabilité. Donc la malléabilité, c'est quoi? C'est on a une méthode scientifique mal définie et chacun peut un peu circuler dans cet espace mal défini et choisir en gros ce qui va l'arranger. Alors l'arranger pourquoi? Typiquement ça va être pour être publié par exemple. Il y a des intérêts énormes aujourd'hui dans le monde académique pour être publié, parce qu'en gros si on publie pas, on reste pas, on sera pas prolongé, on sera pas embauché dans le monde académique. Donc il y a vraiment des intérêts énormes à publier. Et il y a également des intérêts potentiellement de lobbying et potentiellement également idéologiques à vouloir arriver à telle conclusion plutôt qu'à telle autre conclusion. Et donc le fait que la méthode scientifique telle qu'on l'a décrit est si malléable, c'est en fait une énorme faiblesse, sachant toutes les motivations potentielles que peuvent avoir des chercheurs. Notamment des chercheurs qui ne seraient pas forcément suffisamment sensibilisés à ces difficultés épistémologiques et à la guillotine de Hume par exemple. Du coup, je pense que c'est vraiment très important de réfléchir davantage à cette méthode scientifique en se disant encore une fois que les méthodes à base de p-value, c'est très 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 problématique et là il y a énormément de statisticiens qui ont énormément écrit à ce sujet très récemment et qui vont tous dans ce sens. D'autre côté, il faut faire également extrêmement attention à la malléabilité de la méthode scientifique, à ce que les gens peuvent faire pour biaiser les résultats, pour qu'ils aillent davantage ou sélectionner par exemple les données qui vont davantage dans leur sens et publier ces données uniquement. Donc voilà, c'est difficile, c'est compliqué, mais je pense que c'est urgent de davantage réfléchir à comment est-ce qu'on produit des conclusions sur des descriptions du monde. Ouais, par exemple, sur le changement climatique, il y a tellement de modèles et tellement de données que tu peux facilement écrire un livre entier appuyant la thèse il n'y a pas de changement climatique. Tout à fait, il y a énormément de conférences de climato-sceptisme qui sont très bien sourcées, qui sont à base de données, qui sont sur des données vraies, enfin des données vraiment collectées,
Et en fait, parce qu'il y a énormément de données, il est possible de regarder les données de telle sorte, et parce qu'on admet beaucoup de malléabilité dans la méthode scientifique, il est largement possible de regarder les données de telle sorte qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas de changement climatique. Du coup, c'est compliqué, parce que par exemple, je vois plein de gens qui, un peu naïvement, vont se dire « Bon, je vais aller débattre directement avec des climato-sceptiques », sauf qu'il y a des climato-sceptiques qui ont passé des centaines d'heures à accumuler des arguments climato-sceptiques très très pointus et à travailler leur rhétorique, et du coup, ils vont vous mettre KO en 30 secondes. Et du coup, partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ouais, et puis je pense qu'il y a un exemple encore plus intéressant de ça, enfin, je sais pas si intéressant c'est le mot, mais c'est le cas des platistes, donc la théorie de la Terre plate. Les gens qui défendent ça, en fait, ils ont des arguments très 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 poussés et c'est très très difficile de débattre avec eux. Et si le débat a lieu au niveau de la qualité des arguments, très probablement vous allez perdre contre eux parce qu'ils ont développé beaucoup d'arguments très sophistiqués. Et du coup, pour illustrer, par exemple, qu'est-ce qui fait que toi tu penses que la Terre n'est pas plate ? Donc je pense que là, je pense que c'est vraiment un exercice intéressant que de se demander pourquoi est-ce que on pense ce qu'on pense de façon générale, et en particulier dans le cas ici de la Terre plate, mais pour toutes sortes de questions. Pourquoi est-ce que, par exemple, je pense que la Terre n'est pas plate ? C'est une question vraiment pas si facile quand on y réfléchit, et je pense que c'est intéressant de se la poser. Mais la raison principale, en fait, c'est le consensus scientifique. Je pense que si je devais donner une raison, c'est le consensus scientifique qui vient pas de nulle part, qui est fondé sur des années même des siècles de recherche et de réflexion. Ensuite, globalement, je pense que c'est utile de penser en termes d'utilité des modèles. Et imaginer que la Terre est ronde est en fait très utile pour donner du sens pour synthétiser un très grand nombre d'observations qu'on peut faire. Donc par exemple, les trajets en avion. Donc si on regarde les temps de vol pour aller d'un point A à un point B, ils correspondent un peu. Si vous allez si vous prenez des trajets un peu longs, la géométrie, les temps de trajet sont plus conformes à une géométrie sphérique, à peu près sphérique, qu'à une géométrie plate. Après, il y a aussi des arguments beaucoup plus théoriques. Et il se trouve qu'il y a tout un édifice de la physique qui existe, et les théories physiques sont incroyablement efficaces pour prédire énormément de choses de notre quotidien. Par exemple, si on prend les lois de Newton, elles expliquent énormément de choses dans notre quotidien, elles sont très utiles. Et si on accepte un peu les lois de Newton, notamment la théorie de la gravité, il semble assez naturel, et le fait qu'il existe un grand univers, disons, il semble assez naturel que les corps les plus présents dans cet univers sont plutôt sphériques à cause de la gravité, parce que la gravité, si quelque chose était plus plat, la gravité écraserait un petit peu tout ça, et du coup on a des formes plutôt sphériques qui devraient émerger. Du coup, c'est aussi un argument théorique pour le coup, qui à partir duquel on s'attend à ce que la Terre soit plutôt proche de sphérique. Ok, mais là, si je me fais à nouveau l'avocat de Monsieur Tout-le-Monde, donc là, t'as admis que la science pouvait être biaisée politiquement, pouvait être biaisée par du lobbying, par du cherry picking. Donc au final, votre consensus scientifique, il vaut pas grand-chose. Et pourquoi je devrais lui faire confiance ? Ouais, alors, encore une fois, je pense que c'est une question de faire confiance au consensus scientifique par opposition à faire confiance à notre intuition instinctive, on va dire. L'intuition, si on se pose par exemple des problèmes de probabilité ou des problèmes un petit peu de logique ou de maths, des trucs qui sont a priori très simples, on se rend compte que l'intuition est très faillible, elle a plein de biais. Il y a en fait toute une littérature sur les biais cognitifs. Et vous pouvez un peu réfléchir aux propres biais que vous avez toutes les fois où vous pensez mal. Si vous prenez vraiment l'attention de faire ça, en tout cas moi je l'ai fait, et je me rends compte que je pense extrêmement mal de façon générale. Il y a énormément de biais dans ma pensée. Et en plus de ça, sur des sujets un peu techniques comme changement climatique, il y a juste énormément de données auxquelles j'ai pas réfléchi parce que je les ai jamais analysées, je les ai jamais vues. Et sachant cela, il semble que l'intuition soit un bien faible guide, et que vaut mieux sans doute s'appuyer sur autre chose. Et il semble que le consensus scientifique soit une de ces choses sur lesquelles il est largement plus
enfin c'est l'air d'être largement plus construit, hein, c'est le résultat de gens qui réfléchissent à toutes ces questions, et même s'il y a des biais, il faut faire attention à ces biais. Ça reste plus fiable. Après, sur certaines questions, comme par exemple le fait que la Terre est ronde, c'est assez difficile d'imaginer du lobbying ou de l'idéologie derrière tout ça. Du coup, quand on a des domaines comme ça où il y a très peu d'intérêt idéologique ou économique, sans que le consensus scientifique soit vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Bien sûr, plus il y a de risques de biais politiques ou idéologiques ou financiers, plus il va falloir faire attention et mesurer nos propos. Mais je pense que pour raisonner par rapport à ça, il y a une approche qui est assez utile. Enfin, par exemple, si on peut réfléchir par exemple au curseur de crédence et cette idée d'appliquer la formule de Bayes, donc bayésianisme. La question qu'on va se poser, c'est sachant qu'il y a ces biais, qu'est-ce qu'on s'attend à observer? Et donc, par exemple, sur des problèmes un peu chauds, on parle un peu par exemple du glyphosate, qui est un sujet souvent très débattu. L'existence, il y a clairement du lobbying, des intérêts économiques assez importants. Donc, on pourrait croire que c'est un domaine où vraiment faut se méfier du consensus scientifique. Mais malgré tout ça, on pourrait quand même s'attendre à ce que des instituts de recherche indépendants aient un résultat qui soit significativement différent, qui soit vraiment assez différent des conclusions, par exemple, des recherches en interne d'entreprises comme Monsanto, et ainsi de suite, quoi. Et puis s'il y a beaucoup de recherches d'académiques différents venant de différents milieux, de différents pays, par exemple, avec différentes sources de financement chacun, si tous vont à peu près dans le même sens, voilà, ça ajoute la crédence en fait que il y a quelque chose qu'ils ont observé qui n'est pas uniquement le fruit de lobbying. Ouais, donc ce qui a été le cas pour le tabac, par exemple, contrairement au glyphosate. Ça a déjà été le cas au niveau du tabac. Donc c'est dire que quand même parmi les chercheurs, il y a vraiment des gens qui cherchent à mieux comprendre. S'ils ont des financements qui sont pas dépendants de ça, il y a quand même beaucoup de chercheurs qui n'ont pas des financements qui sont directement dépendants de ces industries. Beaucoup des financements sont publics. Lorsqu'on n'a pas des intérêts à défendre telle ou telle cause économiquement, on peut s'attendre à ce que l'étude qui en sortira aura en tout cas très probablement moins de biais potentiels niveau financier, on va dire, de biais de lobbying. Et s'il y a beaucoup de telles études, ça devrait augmenter de façon importante notre crédence en le consensus scientifique. Mais là, en gros, si tu appliques la formule de Bayes, tu vas quand même prendre en compte la probabilité que des scientifiques aient été payés par Monsanto, par exemple. Oui, bien sûr, oui, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Faut prendre en compte tout le contexte. Et du coup, c'est important de faire attention aux sources de financement des uns et des autres. Mais il se trouve qu'il y a pas mal de chercheurs dont les financements sont publics et qui ne semblent pas avoir de lien direct avec Monsanto. Et qui sont beaucoup pour finalement avoir quand même une crédence assez importante dans le fait que leurs résultats décrivent quelque chose qui soit pas trop biaisé par les intérêts économiques. Du coup, là, t'aurais un peu un point d'accord avec les gens, disons, de gauche anticapitalistes, sur l'idée qu'il faudra être vigilant à ce que, dans le futur, la recherche ne devienne pas moins objective. Si, par exemple, la part de financement venant du privé augmentait largement. Ouais, je pense qu'il faut être assez vigilant par rapport aux intérêts économiques. Donc ça, c'est une des façons de lutter pour plus de fiabilité des sciences, qui je pense est vraiment un thème important, qui est peut-être sous-estimé par les scientifiques eux-mêmes. Et une autre façon, c'est aussi mieux travailler la manière dont on fait les sciences. Les statisticiens, encore une fois, sont très mécontents de la manière dont on fait les sciences aujourd'hui, et il y a énormément de progrès à faire. Et il y a énormément de mouvements qui vont dans ce sens. Donc, par exemple, tout ce qui est open science, open data, open algorithm, quoi. En gros, il faut que les méthodes, faut non seulement que les méthodes de collecte de données, les données elles-mêmes, mais également les méthodes d'analyse des données, tout ça doit être rendu aussi transparent que possible pour vérifier, pour diminuer en fait les possibilités de malléabilité de la méthode scientifique, de la méthode qui a été utilisée par ces scientifiques. Donc tout ça c'est
important. Et puis aussi plus globalement réfléchir au fondement de l'épistémologie. Si on arrive à avoir une méthode qui est pas malléable, on enlève tout le risque de malléabilité. Enfin, pas tous, mais on réduit fortement les risques de malléabilité. Et du coup, je pense que c'est très important de réfléchir davantage à l'épistémologie. Et en l'occurrence, par exemple, le bayésianisme est vraiment juste une équation et elle est absolument, si on est, il y a ce problème de l'a priori, mais une fois qu'on a posé l'a priori, qu'on peut chercher à justifier et ainsi de suite. Mais par contre, la manière de faire évoluer ces a priori est parfaitement non malléable. Enfin, c'est appliquer une équation. Il y a que cette équation à appliquer. Et du coup, en tout cas, le changement d'avis dû aux données est quelque chose qui, dans le bayésianisme, est absolument non malléable. Et du coup, c'est intéressant à ce niveau-là. Alors ouais, t'as dit qu'une des causes de la malléabilité, c'était le manque de recul épistémologique. Désolé pour cette expression qui sonne un peu pédante, mais du coup, qu'est-ce qui pourrait être fait à ce niveau-là ? Oui, en effet, c'est très difficile. En fait, souvent, on a beaucoup d'intuition et on se pose pas forcément directement, en tout cas pas suffisamment, la question de l'origine de ces intuitions. On a plus une façon de raisonner qui est, et ça c'est très documenté dans la littérature sur les biais cognitifs, on a plus tendance à se dire j'ai cette intuition et ensuite on cherche à la défendre. Alors que je pense que la question plus intéressante c'est de chercher à en comprendre l'origine. Donc, non pas supposer que c'est la bonne intuition à avoir, mais essayer de se dire comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et donc ça c'est plus généralement on pourrait appeler ça de l'épistémologie. Enfin de façon très générale l'épistémologie on peut voir ça comme la façon d'en arriver à des conclusions sur l'état du monde. Malheureusement souvent on a tendance à pas faire cet effort sur l'origine de pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense. J'encouragerais tout le monde à le faire. Et le problème de pas le faire, c'est que souvent on a tendance à être en situation, surtout sur des sujets qui nous sont familiers, on a tendance à être dans une situation d'excès de confiance. Donc là encore, il y a une littérature en psychologie très 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 vaste là-dessus. On a tendance, cet excès de confiance c'est quelque chose de très récurrent. On a tendance à être très 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 sûr de nous-mêmes. Et bizarrement, y compris lorsqu'on ne sait pas pourquoi est-ce que l'on pense ce qu'on pense ou sans que l'on ait réfléchi à pourquoi est-ce qu'on pense ce que l'on pense. Du coup, j'invite vraiment tout le monde à réfléchir beaucoup plus à ça. Pourquoi est-ce qu'on pense ce que l'on pense ? C'est vraiment un exercice vraiment vraiment intéressant et vraiment fascinant. Je pense qu'il y a plein de découvertes à faire sur ça. Et surtout, c'est un vrai fléau l'excès de confiance puisque ça amène à des débats entre des gens qui sont extrêmement sûrs d'eux et qui sont persuadés qu'ils ont raison. Et du coup, le fait que l'autre personne est également extrêmement sûre d'elle, mais avec une opinion différente, ça va souvent conduire à des situations de conflit et de colère, voire de haine. Et pour éviter cela, je pense que c'est très utile de se rendre compte que c'est difficile de penser juste. Et même si c'est l'autre qui a tort, en fait l'autre a tort parce que c'est difficile d'avoir raison. Donc il faut absolument comprendre ça et être beaucoup plus tolérant par exemple de l'erreur. Et en fait souvent même si on a raison du bon côté entre guillemets, parfois on a souvent raison pour des très mauvaises raisons. Et j'ai envie de dire que avoir raison pour des très mauvaises raisons, c'est pas vraiment avoir raison. En tout cas, c'est pas très très glorieux. Et du coup, j'aurais tendance à encourager tout le monde à réfléchir davantage à ces problèmes épistémologiques. Pourquoi est-ce qu'on pense ce qu'on pense de façon générale et quelle serait la bonne façon d'en arriver à de meilleures conclusions. Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire en se posant juste ces questions. Et ça conclut ce podcast sur la notion de consensus scientifique. Alors, dans le prochain podcast, on parlera de parti pris idéologique ainsi que des notions de preuves scientifiques et de taille des faits. Et bien sûr, il y aura votre Pokémon favori, le glyphosate. À très vite.